toutes et tous. Donc, je suis Marie-Claude Riquier. J'interviens auprès de Live for Good depuis un peu plus de 4 ans en tant que coach for good, mais aussi en tant qu'animatrice d'ateliers. Voilà, rapidement, j'ai une expérience professionnelle de plus de 30 ans dans le secteur de la distribution spécialisée. Et j'ai mené un projet de reconversion il y a 6 ans pour devenir coach professionnel. Donc, j'ai suivi une formation et j'ai eu ma certification. Et j'interviens auprès de plusieurs associations en tant que bénévole autour d'activités de coaching, de mentorat, d'accompagnement. Et j'ai également une activité professionnelle de coaching. Voilà. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est d'aborder un thème de développement personnel qui est comment développer son potentiel en se libérant de ses comportements limitants. En sachant que nos comportements limitants sont issus de ce qu'on appelle ces drivers, en fait, hein. Donc, notre fil conducteur pendant cette masterclass, ça va être de voir ensemble en quoi et de comprendre en quoi consistent nos drivers, comment ces drivers fonctionnent, pourquoi il est utile, intéressant, pertinent de travailler sur ses propres drivers. On rentrera dans le détail de ce qu'ils constituent, aussi bien en termes d'avantages et de ressources que de limites. Et puis on verra comment essayer de sortir de ces drivers pour mettre en place des comportements autres que les comportements limitants qu'ils induisent et enfin de pouvoir vous permettre de définir un plan d'action personnalisé. Alors, vous avez dû recevoir ou avoir accès à un questionnaire, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, avec un premier onglet avec une liste de questions assez simple, hein, pour lesquelles on vous demandait de vous positionner. Et puis, il y avait un deuxième onglet qui vous donnait en fait le résultat de ce petit questionnaire et qui mettait en évidence vos drivers importants en fait, hein, enfin, prédominants. Et voilà, donc l'objectif aujourd'hui, c'est pas que chacun partage sur ses drivers, mais c'est plutôt que dans la suite de la masterclass, vous ayez ces points de repère pour voilà, attacher plus ou moins d'importance à tel ou tel driver dans la mesure où il vous concerne personnellement. Et ce que je proposais à Fatima, là, puisque vous êtes pas très nombreuses à être inscrits, c'est qu'on fasse quelque chose d'un peu plus interactif qu'une masterclass classique, hein, et que je vous laisse la parole si vous avez envie de vous exprimer de manière au fil de l'eau, en fait, et pas uniquement en fin de séance. Voilà. Donc, si ça vous convient, on avance comme ça. Alors, je vais partager mon écran. Peut-être pas tout de suite. Alors, en quoi consistent ces drivers? Donc, ces drivers sont issus en fait de messages que chacun, nous avons reçus dans notre enfance via nos parents, mais aussi via nos professeurs, l'éducation qu'on a reçue, via notre parcours scolaire, via le milieu social et culturel dans lequel on a évolué. Et ces drivers résonnent en nous, en fait, comme des injonctions qui sont parfois inconscientes, mais parfois conscientes, mais dont on n'arrive pas à échapper, en fait. Et ces injonctions nous conduisent à mettre en place des comportements au quotidien qui, dans certains cas, peuvent être limitants, hein, dans notre capacité à agir ou dans notre capacité à se sentir bien, et donc qui peuvent être toxiques et parfois nous mettre d'ailleurs en souffrance dans certaines conditions et à certains moments de notre vie. Alors, ces injonctions fréquentes, hein, il y en a 5 qui constituent nos drivers. Il y a le soi fort ou soi forte, le soi parfait, soi parfaite, fais plaisir, le dépêche-toi et le fais des efforts. Alors, comment ça fonctionne? En fait, ce sont des petites phrases qui nous ont été répétées, hein, et qui, à force d'être répétées, nous ont imprégnées. Alors, petites phrases du type, là j'en donne quelques-unes, mais je reviendrai dans le détail tout à l'heure. Ça peut être sois gentil ou sois gentille,
il faut que tu sois le meilleur, ou tu n'y arriveras jamais, ou tu ne vas jamais t'en sortir, ou il ne faut pas céder à la facilité, ou la vie est un combat. Voilà, donc ce type de phrases qui ont été répétées. Et nous grandissons en intégrant ces messages qui influent sur notre comportement d'enfant, mais qui nous définissent aussi, nous construisent, nous programment quelque part, hein, donc c'est un peu notre logiciel. Il va être difficile finalement de nous autoriser à fonctionner en dehors de ces injonctions. Donc ces messages deviennent des croyances, hein, des choses dont nous sommes sûrs que c'est une vérité en fait, hein, vraie, alors que ça ne l'est pas pour d'autres autour de nous. Donc ce n'est pas une vérité vraie, c'est simplement une croyance que l'on a intégrée. Et ces croyances vont orienter nos réactions et nos comportements au quotidien. Alors, je vais quand même partager mon écran. Tac, tac, tac. C'est OK pour vous, là, vous voyez? Je me mets en grand écran. C'est bon pour vous? Oui, c'est bon, c'est parfait, merci. Voilà. Oui, on voit, oui. Donc, ces messages, ces injonctions qui nous ont été répétées vont piloter nos comportements. Alors, la bonne nouvelle, c'est que dans la majeure partie des cas, ces messages, ces injonctions nous ont apporté des ressources importantes sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Mais quand ces injonctions ont été poussées, je dirais, très loin, elles peuvent finir par devenir des freins qui vont entraver nos actions ou impacter, comme je le disais tout à l'heure, notre bien-être. Et on possède voilà, tous 2 ou 3 drivers dominants, et on va voir pourquoi il est important d'en prendre conscience pour pouvoir évoluer et sortir de nos comportements toxiques. Donc là, voilà, un fonctionnement aussi, c'est ce qu'on appelle voilà, le cercle vicieux. Les injonctions induisent des croyances. Les croyances nous mènent à mettre en place certains comportements. Et ce qui est vicieux, c'est que ces comportements renforcent nos croyances, hein. Donc là, c'est le mécanisme qu'on essaye d'inverser quand on travaille sur ces drivers en développement personnel. Alors, comment sortir de cette programmation, en fait, hein, quand une croyance est trop prégnante, qu'elle est trop intégrée, qu'elle est inconsciente pour nous, pour nous en sortir, il va falloir qu'on trouve ce qu'on appelle une antidote à cette injonction, et donc que l'on se donne nous-mêmes la permission d'être autrement finalement que ce qui nous a été demandé d'être, hein, pour voilà, développer le meilleur de nous-mêmes et pas nous sentir prisonnières des carcans dans lesquels on a été mis. Donc, nous donner la permission pour nous libérer de ces injonctions. On va voir comment on peut mettre ça en place. Alors, ce qui est important, donc, c'est que pour travailler sur ces drivers, la première chose, c'est de les identifier, d'en prendre connaissance. Donc là, peut-être que lorsque j'ai énoncé ces petites phrases, vous vous êtes dit, ah bah oui, ça me parle, bah non, ça me parle pas, etc. Mais le questionnaire, si vous l'avez rempli, permet de mieux cerner ces 2 ou 3 drivers dominants. Ensuite, une fois qu'on a conscience de ces drivers, je vais vous rentrer dans le détail et vous expliquer quels sont les comportements induits. Donc, ça va vous permettre de voir effectivement dans vos comportements qu'est-ce qui est lié à ces drivers. Donc, ça va vous apporter de la compréhension, mais aussi une prise de recul. L'avantage, c'est que vous allez voir aussi quelles sont vos forces ou avoir une confirmation des forces que vous avez en vous, qui sont des vraies ressources internes sur lesquelles vous allez vous appuyer pour votre vie quotidienne, mais aussi pour les projets que vous avez à mener. Et ça vous permet aussi de mettre en lumière les limites, en fait, hein, qui sont aussi induites, et donc de vous dire comment je peux m'autoriser à sortir de ces injonctions. Et donc de décider sur quoi vous allez agir, comment vous allez agir, et ça va vous permettre de faire évoluer vos comportements. Hein, la seule façon de provoquer le changement via du développement personnel ou du coaching, c'est de se mettre, on y reviendra, en action. D'accord ? Donc,
Une meilleure connaissance de soi, donc ça c'est toujours bénéfique, hein, et on a besoin d'améliorer la connaissance de soi tout au long de sa vie, hein. Mais c'est aussi une grille de lecture que vous pouvez utiliser pour mieux comprendre les autres, avec qui vous interagissez, avec qui vous travaillez, avec qui vous êtes en relation. Ça peut vous permettre voilà, d'être plus vigilant sur comment vous comporter avec telle personne chez laquelle vous allez repérer tel ou tel travers ou tel comportement. Voilà, donc c'est aussi une grille de lecture. Alors, donc, pour vous, quels sont vos drivers dominants? À quelles injonctions répondez-vous? Donc, vous allez le découvrir peut-être, ou en tout cas l'approfondir. Quelles croyances limitantes guident vos comportements? On va regarder tout ça. Et puis surtout, parce que c'est ce qui est important, c'est quelle permission vous allez pouvoir vous donner et comment vous allez pouvoir, et comment vous allez pouvoir vous autoriser à avoir des comportements qui sont plus en adéquation et en cohérence avec ce que vous êtes profondément. Alors, je vais les prendre un par un. Et comme je vous le disais tout à l'heure, comme on n'est pas nombreux, au lieu d'attendre la fin pour échanger, je vous propose un petit temps d'échange à l'issue de chaque driver sur lequel je me serai arrêtée. Alors, déjà à ce stade, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ou des... Est-ce que Non. c'est clair pour vous? Oui. Ok. Alors, l'injonction soit fort ou soit forte. Donc, les petites phrases qui ont pu être prononcées dans le cadre de votre entourage, hein, et donc reçues par vous, ce sont des phrases du type mais t'es une fille pour pleurer ainsi, ou alors sois courageux, il n'y a aucune raison d'avoir peur, mais tu es trop sensible. Surtout, je ne veux pas te voir pleurer, hein. Il y a d'autres enfants qui sont bien plus malheureux que toi, alors ne te plains pas. Tu sais, la vie est dure, qu'est-ce que tu crois? Ou alors des phrases du type moi, à ton âge, je travaillais déjà, etc., etc. Alors, comment ça se traduit? Les avantages ou les forces que ça apporte sont les suivantes. Donc, les personnes qui ont grandi, hein, et évolué avec ce type d'injonction, ce sont souvent des personnes qui, arrivées à l'âge adulte, hein, sont résistantes à la difficulté, résistantes à la pression, qui arrivent à bien contrôler leurs émotions, qui sont travailleurs, déterminés, persévérants, qui assument leurs actes, qui assument leurs décisions, voire qui sont ambitieux. Donc, autant de qualités, de compétences qui sont importantes, aussi bien dans sa vie quotidienne que dans sa vie professionnelle. Le risque à avoir cette injonction très ancrée en soi, hein, c'est de vouloir tout faire seul, d'avoir du mal à déléguer, hein, parce que il faut s'en sortir tout seul, il faut assumer, il faut y arriver, il faut être à la hauteur. Voilà, donc surtout, on ne demande rien à personne. Souvent, ce sont des personnes aussi qui ont du mal à montrer leurs émotions, parce que montrer ses émotions, ça peut être perçu comme une faiblesse. Et donc, comme on est programmé pour être fort, ben, il ne faut surtout pas donner à voir de ses émotions. C'est des personnes qui peuvent parfois aussi, dans les relations avec les autres, aller jusque dans l'affrontement pour avoir le dernier mot, pour avoir raison, pour montrer qu'on ne lâche pas, hein. Donc, ça peut provoquer parfois des situations conflictuelles, moins pour résoudre une problématique que pour se sentir conforme à ce qu'on nous a demandé d'être, en fait, hein. Donc là, il faut être vigilant. Ce sont des personnes qui peuvent parfois donner une impression de froideur, non pas qu'elles sont psychorigides ou pas sociables, mais simplement qu'elles sont un peu sur leur retenue, hein, pour ne pas donner à voir. Et donc, cette froideur, qui parfois est très
superficielle peut, dans un premier temps, limiter le relationnel, la prise de contact, la première impression. Parfois, ces personnes-là, quand elles sont dans une relation plus établie, elles se relâchent un petit peu, mais dans une première relation, le contact peut être un peu rugueux. Donc ça, c'est important à savoir, notamment par exemple dans le contexte professionnel, quand voilà, vous avez un premier rendez-vous, que ce soit avec un recruteur ou un client ou un fournisseur, etc. Et évidemment, le soi fort, ça peut amener parfois, si c'est vraiment prégnant, à induire des comportements un peu psychorigides. Donc voilà à la fois les ressources et puis les inconvénients, si je puis dire, si cette injonction est très présente. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la seule solution, c'est puisqu'on n'a pas été autorisé à, mais que maintenant on est adulte, c'est de s'autoriser soi-même à s'autoriser à ne pas être dans cette injonction. Donc, c'est transformer en fait l'injonction en une autre injonction qu'on se donne, hein, mais qui est une permission, c'est de prendre conscience de ses forces, mais aussi de ses faiblesses, et donc d'être plus ouvert vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Alors, par quoi ça peut se traduire concrètement, hein, c'est apprendre à écouter ses émotions, hein, donc à être plus à l'écoute de son corps et de ses émotions. Ensuite, arriver à les exprimer, parce que parfois on peut être conscient de ses émotions, mais on s'interdit de les exprimer, donc apprendre à les exprimer, et puis voilà, se donner le droit de les montrer aussi, hein. Voilà, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être joyeux, on a le droit d'être triste, donc sortir de cet empêchement à écouter, exprimer ses émotions. C'est s'autoriser à demander de l'aide quand on ne sait pas ou qu'on n'y arrive plus ou qu'on a besoin de compléments d'information ou qu'on a besoin de soutien, ne pas hésiter à demander de l'aide. Accepter de déléguer aussi quand on a un certain nombre de tâches à faire. Vous n'êtes peut-être pas encore dans un projet où vous avez peut-être des personnes qui travaillent avec vous, des stagiaires ou autres, mais voilà, apprendre à déléguer, c'est important. Et déléguer, ce n'est pas un aveu de faiblesse, hein, ou aller chercher de l'aide sur des choses que l'on pourrait faire, c'est simplement voilà, mieux répartir la charge de travail et puis mieux répartir aussi les tâches en fonction des compétences des uns et des autres. Autre comportement à mettre en place, et ça fait un peu référence à la situation d'affrontement, c'est éviter les compétitions inutiles. C'est-à-dire que souvent, quand on a cette injonction d'être fort, on veut aller jusqu'au bout du bout, en fait, hein, soit avoir raison jusqu'au bout, soit faire en sorte que les choses se passent comme on avait décidé qu'elles devaient se passer, etc. Et au bout d'un moment, l'énergie qu'on met et entre guillemets, les actions que l'on met en place, ou entre guillemets le combat que l'on mène, il est moins drivé par l'efficacité, la pertinence, l'utilité que par le fait de ne pas lâcher, en fait. Et c'est là où on parle de compétition inutile, parce que les résultats ne seront pas plus là, mais nous, ça va nous épuiser ou ça va nous mettre dans des situations critiques vis-à-vis de tiers ou de personnes avec qui on travaille. Donc, savoir jusqu'où ne pas aller trop loin, en fait. Voilà. Voilà pour le soi fort. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que certaines personnes qui ont ce driver identifié via le questionnaire se reconnaissent ou ne se reconnaissent? Moi, j'ai une question pour vous, Marie-Claude. C'est, Oui. est-ce qu'il y a des drivers qui sont plus féminins que masculins, dans le sens où, du coup, l'éducation des filles et des garçons est quand même pas Oui, la même? Moi, je lis beaucoup de livres sur le féminisme, et du coup, là, dans les ouais. drivers, je trouve qu'il y en a qui sont liés, et je trouve qu'il y en a qui sont plus genrés que d'autres, ou en tout cas, j'ai l'impression que quand on grandit, les injonctions qu'on a reçues en tant que petite fille sont hyper ancrées ou beaucoup plus fortes que celles des garçons. Est-ce que Oui, oui, c'est oui. Alors, vrai? bien sûr, l'éducation, alors, était très genrée pour ma génération, c'est sûr. Bon, je pense qu'elle l'était moins pour la vôtre, mais quand même.
Et c'est sûr que, bien sûr, derrière ces drivers, puisqu'on parle d'éducation, qui dit éducation dit quand même voilà, comportement genré des parents vis-à-vis des enfants. Donc, le soi fort, bon, bah, c'est plus masculin, en fait, c'est plus vis-à-vis d'un petit garçon, mais après, il y a aussi des... Ça dépend aussi de... C'est un petit peu... C'est complexe parce que ça, un aîné qui est une fille peut aussi avoir reçu voilà, ce driver de soi fort. Hein. Donc, il y a non seulement le sexe, mais il y a aussi la place dans la fratrie. Ouais. Voilà, bon, il y a aussi l'éducation des parents, enfin, il y a plein de choses. Hein. Bon. Mais le fait plaisir, par exemple, c'est beaucoup plus une injonction que les petites filles ont eue que les petits garçons. Ouais. Euh, le soi parfait aussi, on demande plus à une fille d'être parfaite, voilà, d'être propre, bien habillée, alors qu'un garçon, il peut être débraillé, etc. Enfin voilà, c'est un peu des clichés, mais il y a quand même derrière une certaine réalité. Donc oui, forcément, c'est genré, mais ça dépend pas que de ça. Voilà, ça dépend aussi du rang dans la flatterie, de la fratrie, pardon. Voilà, des projections aussi que les parents font sur leurs enfants aussi. Qui sont souvent très différentes en fonction du sexe, mais aussi en fonction de la position et puis de ce qu'ils ont vécu au moment où l'enfant est arrivé. Enfin voilà, donc, mais oui, bien sûr, c'est pas neutre, loin de Mm. là. Ok, merci. Alors, le dépêche-toi. Donc là, c'est des petites phrases du type bon, bah, dépêche-toi, tu traînes encore, on est encore en retard par ta faute, voilà, on va pas arriver à l'heure, etc., etc. Euh, alors, là, les avantages, c'est que voilà, les personnes qui ont baigné dans cette injonction, souvent sont des personnes qui aiment travailler dans l'urgence, qui respectent impérativement les délais, qui sont efficaces, qui sont réactifs, dynamiques, réactifs il y a deux fois, et qui arrivent à faire plusieurs choses à la fois. Donc là aussi, hein, ce sont des qualités, des compétences qui sont appréciables, surtout avec l'agilité qu'on demande maintenant dans le monde professionnel, hein, et puis la réactivité. Voilà, donc ce sont vraiment des forces. Les inconvénients ou les limites, hein, c'est que souvent ce sont des personnes voilà, qui sont très impatientes, hein, parce que voilà, il faut que ça aille vite. Donc ils ne vont pas supporter que les choses ne se passent pas comme elles voudraient qu'elles se passent, ou qui ne supportent pas que les choses ne se fassent pas. Donc au lieu de laisser les autres faire, bah, elles vont faire à la place des autres. Hein, et notamment par rapport à des enfants, ça peut être, voilà, bah, l'enfant veut mettre ses chaussures ou son manteau tout seul, et puis on lui dit, bah, dépêche-toi, on va être en retard, et puis bon, s'il n'y arrive pas, bah, on va faire à sa place. Voilà. Donc, gérer son impatience, c'est quelque chose qui peut être très difficile. Ce sont des personnes qui ont tendance à se mettre sous pression, parce que voilà, c'est un peu leur mode de fonctionnement, mais qui du coup vont en mettre très facilement et très souvent aux autres. Donc là, quand on a soit des enfants à éduquer, soit voilà, un conjoint avec qui on est, soit une équipe, bah, mettre de la pression aux autres, ça peut voilà, provoquer des situations un peu conflictuelles. Euh, il arrive aussi que ces personnes soient assez irritées et irritables quand elles n'arrivent pas à faire quelque chose ou à le faire aussi vite que ce qu'elles auraient voulu, ou qui sont facilement irritées et irritables quand les autres n'arrivent pas à faire quelque chose, et donc elles vont avoir tendance soit à les bousculer, soit, comme je le disais tout à l'heure, à faire à leur place. Et puis ça peut amener à faire des erreurs, parce que faire vite, c'est pas forcément faire bien. Faire plusieurs choses à la fois, bah, c'est pas forcément se donner la meilleure chance que on fasse bien les multiples choses qu'on est en train de faire en même temps. Donc voilà, ça présente quelques risques. Alors là, la permission à se donner, puisqu'on ne l'a pas eue, donc maintenant c'est à nous de nous la donner, c'est donne-toi du temps, prends ton temps. Plus facile à dire qu'à faire. Alors comment ça peut se transformer concrètement pour justement arriver à rentrer dans cette permission et dans ce mode de comportement? Déjà, se fixer des priorités. Donc, bon, la gestion des priorités, hein, ça c'est
un grand sujet aussi en termes d'organisation de sa vie et d'organisation de son travail. Mais voilà, déjà, se fixer des priorités, choisir son rythme. Donc ça, c'est important aussi parce que même si on est dans cette injonction du dépêche-toi, on ne peut pas se dépêcher tout le temps. Donc c'est important de connaître son rythme, à quel moment on est le plus efficace, à quel moment on est le moins fatigable, à quel moment on est le plus en énergie. Prendre du recul avant d'agir et pas se précipiter dans le faire. Hein. Souvent, les personnes qui ont cette injonction, elles vont réagir, c'est la réactivité, elles vont réagir immédiatement à tout stimuli. Et dans le monde professionnel aujourd'hui, les stimuli, c'est pas ce qui manque, hein, avec tous les outils technologiques notamment, avec les open space, etc., où il n'y a plus de protection hein, entre soi et les autres. Donc les stimuli sont permanents pratiquement. Donc si à chaque fois qu'on a un stimuli, on agit, bah forcément, d'abord c'est éprouvant, on dépense une énergie colossale, c'est pas efficace, et puis bah, du coup on a du mal à se tenir à ce qu'on s'était fixé, à gérer son temps, ses priorités, etc. Donc ne pas se lancer dans le faire de manière pavlovienne pratiquement, hein, mais et, voilà, prendre du recul, réfléchir, voilà, c'est important, c'est pas important, c'est urgent, c'est pas urgent, je fais pas, je fais faire, je fais autrement, etc. Voilà, donc tout ce réflexe à avoir, de ne pas se précipiter la tête la première, mais de se donner un temps de pause en fait pour voir quel est le meilleur comportement à mettre en place pour se protéger, protéger son bien-être et puis pour être efficace. Et puis, dernière permission à se donner, bah, c'est celle d'avoir des moments où on s'autorise à ne rien faire, simplement parce que on a besoin de se ressourcer. Donc après, à chacun de savoir ce qui le ressource, mais se donner des moments, des soupapes, des moments de respiration, au sens propre comme au sens figuré. Alors, même question, est-ce que sur le dépêche-toi, vous avez des questions? Est-ce que ça fait écho à des choses que, voilà, que vous ressentez ou que vous vivez? L'efficacité, l'efficacité, c'est pas, enfin, faut pas confondre efficacité et rapidité ou efficacité et réactivité. Et c'est là où, si vous associez efficacité à réactivité, mais souvent, dans notre éducation, le fait d'être efficace, ça voulait dire être rapide, hein. Il fallait faire plus vite, il fallait, voilà. Donc il y a la notion de rapidité, qui est importante, mais la rapidité, c'est pas une source d'efficacité. Alors, le fait plaisir. Hem, donc là, les petites phrases, ça va être par exemple: «Tu veux vraiment me faire de la peine? Oh, tu seras gentil si tu fais ça, j'ai pas envie que tu fasses comme ça, j'ai pas envie que tu fasses ça, oh puis quand même, hein, tu peux bien faire ça pour me faire plaisir, tu rendras service à tout le monde comme ça». Et puis ça va même jusqu'à, et une cuillère pour papa, une cuillère pour maman, c'est-à-dire, voilà, il faut que tu manges pour faire plaisir à papa et faire plaisir à maman. Bon. Donc le fait plaisir, souvent on retrouve des personnes qui sont agréables, qui sont aimables, qui, portent de l'intérêt aux autres, qui ont une bonne capacité d'écoute, une certaine empathie, qui aiment, voilà, qui aiment travailler en équipe. Le biais, hein, c'est que souvent, quand ce fait plaisir a été très, intégré, hein, c'est que la personne va faire passer le besoin des autres avant son propre besoin. C'est des personnes qui vont avoir peur de décevoir les autres si elles ne font pas, plaisir. Des personnes qui vont avoir du mal à dire non, ou qui vont se taire pour éviter les conflits, hein, plutôt ne pas donner son avis ou ne pas donner ou ne pas s'exprimer ou exprimer sa préférence pour, voilà, ne pas risquer de se trouver en situation de conflit. Et puis ça peut aller jusqu'à, être dans l'incapacité d'exprimer sa propre opinion. Donc l'autorisation à se donner, c'est
de penser à soi et de se faire plaisir. Alors, penser à soi et se faire plaisir, c'est pas être égoïste, c'est au contraire être à l'écoute de ses propres besoins, de ses propres envies, de ses émotions, hein, de son énergie, et de ses valeurs aussi, hein, de ce qui nous constitue, pour avoir un comportement qui réponde à l'interaction dans laquelle on peut être avec les autres, mais qui se permet de se respecter à l'instant T où on doit avoir tel ou tel comportement. Donc, ça va être par exemple arriver à dire non sans culpabiliser, à faire ce qui est important pour soi. Si à un moment donné, il est plus important qu'on fasse quelque chose qu'on avait décidé de faire plutôt que l'on réponde à une demande de quelqu'un pour faire plaisir. C'est refuser ce qui ne nous convient pas, parce que souvent on se met dans des situations où on fait des choses pour soi-disant faire plaisir aux autres, même si ça ne nous convient pas. Donc là, on se met quand même dans des situations parfois difficiles, hein, voire qui nous mettent mal à l'aise ou qui nous mettent en souffrance. C'est ne pas devancer les attentes des autres, parce que là, c'est un peu euh, comment dire, la situation extrême où non seulement on a toujours tendance à dire oui pour pas décevoir, on a toujours tendance à, à vouloir faire plaisir, mais en plus de ça, même si les autres ne nous demandent rien, on peut être amené à devancer les attentes des autres. Ah bah tiens, je pourrais faire ça pour toi, ou tu veux pas que je fasse ça, etc. Donc là, c'est vraiment aller vraiment au-delà finalement de ce qu'on nous demande, puisque on nous demande rien. Et donc, c'est d'aligner son attitude, son comportement, son travail sur ses propres valeurs, et c'est se respecter. Et se respecter, c'est important, et ça n'empêche pas d'être ouvert vis-à-vis des autres, d'être à l'écoute, d'être empathique, mais simplement, ça passe par un meilleur respect de soi, une meilleure écoute. Et donc, ça évite de se mettre dans des situations très inconfortables, ou de se mettre la rate au courbouillon, comme on dit, hein, pour faire quelque chose alors qu'on n'avait pas prévu de le faire, mais on va quand même, voilà, le faire. Et souvent, on se met dans des situations que l'on provoque soi-même pour ne pas décevoir ou pour faire plaisir aux autres. Alors que si on challenge la demande de l'autre, bah souvent on s'aperçoit que finalement c'est pas si urgent que ça, que c'est pas si important que ça, que ça peut se faire autrement, ou que ça peut être fait par quelqu'un d'autre, ou voilà. Donc c'est important d'avoir ce, ce point de vigilance pour là aussi, hein, et là encore, se préserver, se respecter, et agir avec une meilleure sérénité, en fait, et un meilleur équilibre entre soi et les autres. Alors, le savoir dire non, hein, c'est quelque chose qui est, enfin, la difficulté à savoir dire non, c'est quelque chose qui est très fréquent, hein, et en coaching, on rencontre beaucoup ces situations-là. Et c'est sûr que c'est difficile de dire non du jour au lendemain, alors qu'on a toujours tendance à dire oui. C'est pour ça que l'idée ou le conseil, ou la mise en pratique du fait de challenger la demande, ça permet de ne pas dire non tout de suite, mais de dire ah oui, d'accord, tu me dis que tu as besoin de ça tout de suite, là, mais moi je veux bien t'aider, là, mais est-ce que ça peut attendre la semaine prochaine? Parce que là, ça va être compliqué pour moi. Ah, mais bien sûr, il n'y a pas de souci, tu peux faire ça la semaine prochaine, on en reparle, etc. Donc, avant de dire non frontalement, parce que c'est toujours difficile, et puis effectivement, ça peut paraître un peu agressif, hein, selon la personne que l'on a en face de soi, mais c'est déjà challenger la demande. Oui, lui dire, est-ce que c'est vraiment, tu veux vraiment ça pour demain, ou mais tu veux vraiment ça comme ci, comme ça, etc. Ou est-ce qu'on peut pas d'abord faire comme ça, puis après on verra. Voilà, est-ce que tu peux pas demander à quelqu'un d'autre, parce que là en ce moment, voilà, challenger la demande et voir avec la personne si il peut y avoir une réponse différente à sa demande que celle de dire oui tout de suite, en fait.
Voilà. Et ça, déjà, vous allez solutionner 80% des demandes urgentes, etc. Et en plus de ça, alors c'est vrai dans la vie privée, mais c'est aussi beaucoup vrai en entreprise. On a toujours tendance à demander quelque chose aux personnes qui disent oui plutôt qu'aux personnes qui disent non. Un manager, il a 10 personnes dans son équipe. S'il y en a 2 qui disent toujours oui, il va pas s'emmerder à aller demander aux 8 autres de faire le truc. Il va demander aux 2 qui disent toujours oui, consciemment ou inconsciemment, hein. Donc, quand on dit toujours oui, on se récupère toujours le truc. Il y a un truc à faire au dernier moment. Il faut rester 1 heure de plus tel jour parce qu'il y a une urgence, etc. Ça tombe toujours sur les mêmes. Et c'est pour ça qu'on voit en entreprise beaucoup de femmes d'ailleurs, hein, qui sont en burn-out parce qu'elles ont du mal à dire non. Parce que le fait de dire oui, je pense que. Et puis des risques de burn-out, hein. Parce qu'il suffit qu'on ait le fait plaisir et le soit parfait en driver, et alors là, vous êtes des candidats au burn-out. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est important d'avoir cette approche de meilleure connaissance de soi, parce que voilà, ça permet de voir les bonnes raisons pour lesquelles on agit de telle façon et les fausses bonnes raisons pour lesquelles on agit de telle façon. Pour rebondir, Oui. il y a, par rapport à ce qu'a dit Inès aussi, c'est le fait que quand on dit non, enfin moi j'ai l'expérience que j'avais cette émotion qui me détruisait le quart d'heure qui suivait le non. Parce que je me disais, mais j'étais en pleine réflexion, mais est-ce que c'est bien d'avoir dit non? Est-ce que machin? Est-ce que bidule? Et vraiment, j'étais extrêmement mal, et donc j'essaie de ne pas l'avoir, ce sentiment. Et donc, je dis oui. Oui, alors pourquoi, d'après vous, pourquoi il y a ce malaise? Il y a peut-être la peur de décevoir. La peur peut-être de perdre une relation, je sais pas. C'est ce que je vois là tout de suite, mais c'est peut-être pas nécessairement ça. Ouais. Oui, oui, bien sûr qu'il y a ça, mais ça vient aussi du fait que vous avez peur, ou vous sentez que vous n'êtes pas conforme à la façon dont, que vous ne vous conformez pas à ce qu'on attend de vous. Et ce qu'on attend de vous, c'est ce que vos parents, votre éducation attendait de vous. Et c'est ça les injonctions, c'est-à-dire que on vous demandait de dire oui ou de vous comporter voilà, pour faire plaisir, et là vous dites mais je suis en train de dire non, et si je dis non, je ne vais pas être conforme à l'image que les autres ont voulu que j'ai de moi et m'ont demandé d'avoir, et ça ne correspond pas à ce que je suis finalement, et ça ne correspond pas voilà, aux besoins que j'ai en ce moment, aux contraintes que j'ai en ce moment, et voilà, ça vous met mal à l'aise parce que vous vous écartez de cette injonction que vous avez eue. Et ça, c'est sûr que c'est désagréable. Ok, je comprends mieux. Oui, oui, d'accord. Donc en fait, c'est totalement normal de ressentir ça. C'est parce que mon Ben oui. injonction, elle est bien présente finalement. C'est Mais oui, c'est totalement ça. mais oui, Ok. mais oui. Et donc, c'est pour ça que voilà, l'idée, c'est de se dire, OK, vous ne m'avez pas, enfin vous, c'est un vous large, hein, où je n'ai pas eu l'autorisation de dire non, mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, je décide de me donner cette autorisation, de me donner ce droit, de me donner ce pouvoir de dire non. Et donc, vous vous autorisez ce qui vous a été interdit. Mais c'est sûr que c'est difficile, parce que c'est comme si un enfant qui est en train de faire une bêtise, qui sait qu'il fait une bêtise, mais qui la fait quand même, et il va se sentir très mal. Vous voyez ce que je veux Oui, dire? oui, Quand vous êtes enfant, vous savez bien que vous êtes en train de faire une bêtise. Quand vous faites une bêtise, vous n'avez pas le droit de faire quelque chose, vous le faites. Vous savez bien que vous n'avez pas le droit, vous le faites. Alors, il y a une certaine envie de transgression, mais il y a aussi beaucoup de peur, il y a beaucoup de malaise sur le moment où vous faites la bêtise. Et là, c'est un petit peu la même situation. Vous vous dites, oh là là, mais j'ai pas le droit de faire ça, là. Pourtant, j'ai envie, mais j'ai pas le droit. Et forcément, ça met mal, quoi. oui, exactement.
Donc en fait, et on est chacun en fait, hein, le seul ou la seule à pouvoir se donner cette autorisation. Parce que c'est pas voilà, les autres qui vont vous dire bon ben maintenant tu peux y aller, hein, tu peux dire non, tu peux non. Il n'y a que vous qui pouvez vous donner cette autorisation, cette permission. En vous convainquant que euh, le comportement que vous allez avoir ne va pas avoir le risque que l'on vous a fait entrevoir. C'est-à-dire que quand on dit à quelqu'un oh, bah, tu peux bien faire ça quand même pour me faire plaisir, ça veut dire qu'on vous demande de faire quelque chose, soit que vous n'avez pas envie de faire, soit qui ne correspond pas à vos valeurs, soit qui est contraignant pour vous à un instant T pour faire plaisir à quelqu'un. Et donc le risque, si vous ne le faites pas, ben, c'est quoi? C'est que ce quelqu'un ne vous aime plus, vous aime moins. Donc, vous voyez, il y a une sorte de chantage à l'affection, à l'amour, à la relation. Et ça, c'est très pervers, c'est très toxique. Est-ce que comme solution, ça peut être assez intéressant de se dire, bon, de parler un peu de ses émotions par rapport à la personne? Peut-être qu'on ne peut pas le faire avec tout le monde, mais je me dis, bon, bah, je me sens pas de te dire non parce que je vais sentir ça, mais par contre, écoute, dans mon agenda, je peux vraiment pas le mettre cette semaine. Oui, Enfin, c'est une idée que je viens d'avoir, je ne sais pas si ça peut être oui, intéressant de oui. le Alors, partager bien justement. sûr, ça dépend de la personne qui est en face de vous, hein. Vous pouvez dire ça peut-être maintenant à à un copain, à une copine, à un conjoint, une conjointe, même à vos parents au bout d'un certain temps. Mais dire ça, par exemple, à un client, c'est un peu compliqué. Vous voyez? Donc, il faut trouver avec chaque type d'interlocuteur le moyen le plus approprié d'expliquer et d'exprimer en fait même si dans l'idéal, vous n'avez pas de justification à donner, hein, mais je comprends que dans un premier temps, ça passe par un peu une sorte de justification en disant, ben voilà, je suis débordée en ce moment. Le fait de faire ça en plus, je sens que ça va me stresser énormément. Donc, ce que je vous propose, ce que je te propose, c'est ça, vous pouvez donner à voir de ce que vous ressentez, mais en fonction de la personne que vous avez en face. Ok. Ok, alors ça, on l'a vu. Alors, le fait des efforts. Donc là, ce sont des petites phrases du type mais on n'a rien sans rien, rien ne s'obtient sans un minimum d'efforts, tu pourrais en faire plus, tu ne travailles pas assez, il me semble que tu n'as pas passé assez de temps, c'est à la sueur de son front que l'on obtient ce que l'on veut, etc. Voilà, donc là, c'est bon, une éducation un peu voilà, hein, faut souffrir pour être belle. Enfin, ça, c'est des injonctions un peu plus anciennes, mais voilà, on est dans dans cette idée-là. Donc, les personnes qui ont grandi dans ce contexte-là sont souvent à l'âge adulte des personnes qui sont voilà, courageuses, tenaces, qui vont être hyper investies dans ce qu'elles font, qui vont être aimer être challengées, être dans le défi, voilà, avoir envie de se dépasser, qui vont être persévérantes, qui ne se découragent pas facilement, qui ont une grande capacité de travail. Donc voilà, là encore, beaucoup de qualités et de compétences qui sont importantes et intéressante, je dirais, hein, quand on a cette force-là, cette énergie-là. Euh, le risque, hein, c'est que au bout d'un moment, l'effort et l'énergie qu'on met dans ce qu'on fait a plus d'importance que le résultat lui-même, hein. C'est-à-dire que on ne sait pas s'arrêter, par exemple, hein, et on va avoir tendance à, à ne plus voir finalement qu'on pourrait s'arrêter là, mais à continuer voilà, pour aller jusqu'au bout du bout. Ça peut être aussi, on peut être aussi amené à être un peu pessimiste, hein, je dirais, sur la vie en se disant, bah, de toute façon,
voilà, il faut suer pour y arriver. La vie, c'est pas facile, c'est une épreuve. Voilà, donc ça peut amener à avoir des comportements un petit peu noirs, un petit peu aigris. On peut aussi se retrouver dans l'incapacité à profiter de plaisirs simples ou de choses simples, parce que voilà, c'est simple, donc c'est facile, donc voilà, il n'y a pas de raison de s'en réjouir. Voilà, on réussit que dans la douleur, hein, alors que on peut très bien travailler et réussir avec plaisir. Et plaisir ne veut pas dire absence de travail, hein. Ça aussi, c'est une connotation souvent qu'on a pu avoir dans notre éducation, c'est que voilà, quelqu'un qui a du talent ou qui prend plaisir à faire les choses, il n'a pas de mérite à réussir. Mais en fait, tous les sportifs vous le diront, hein, ils ne peuvent pas réussir s'ils ne sont pas dans le plaisir. Mais par contre, ils ne peuvent pas réussir s'il n'y a pas de travail, hein. Donc, travail ne veut pas dire douleur et plaisir ne veut pas dire absence de travail. Voilà. Et puis, ce sont des personnes aussi qui ont plutôt tendance à se compliquer la vie parce que voilà, ils sont fabriqués comme ça. Donc là, la permission à se donner, c'est eh bien, j'ai le droit de prendre du plaisir dans ce que je fais. Et c'est pas parce que j'ai du plaisir dans ce que je fais que c'est mal, que c'est pas assez, que ça va pas me permettre de réussir. D'accord? Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de se simplifier la vie, autant que faire se peut, se contraindre à faire une seule chose à la fois, s'autoriser à réussir avec facilité, avec plaisir aussi. Parfois, les choses se passent bien, puis on se dit, oh là là, mais là j'ai eu de la chance et ça va pas se reproduire. Bah non, voilà, les choses se sont faites avec facilité, eh ben, on s'en félicite et c'est pas pour ça qu'il y a un loup là-dessous ou que voilà, il faut ne pas s'en réjouir. Alors, est-ce que vous avez des remarques ou des questions ou des envies de partage sur le fait des efforts? Moi, j'ai une question, Oui. c'est quoi en fait, je retrouve un peu des choses similaires à, Sois forte. C'est quoi exactement la différence? C'est un peu les mêmes typologies de profils quand même, non? Bah, le soi fort, ça n'implique pas de faire des efforts. Bah, des efforts pour prendre sur soi quand même. Alors, le soi fort, ça vous oblige à faire des efforts pour prendre sur vous si c'est difficile pour vous d'être dans ce soi fort, mais il y a des personnes pour lesquelles être dans le soi fort, surtout en étant enfant, ça peut plus être en miroir avec le fait plaisir. Ah bah, je vais être forte pour faire plaisir à, mais c'est pas connoté fait des efforts. OK, parce que comme c'est des profils un peu déterminés, persévérants, que là, oui, pour faire des efforts, il y a l'effort et l'énergie qui sont hyper importants. Je trouve que ça se rejoint un petit peu. Le fait des efforts, c'est on n'a rien sans effort. Il faut toujours faire plus, c'est jamais assez. Si je reprends les petites phrases, c'est un peu une. Voilà, tu ne travailles pas assez, tu pourrais en faire plus, mais c'est pas par rapport à un objectif, c'est simplement que c'est un chemin qui doit être, le chemin doit être basé sur l'effort et sur la souffrance. Vous voyez, moi j'ai ma grand-mère me disait, il faut bien porter sa croix. Mmh. Vous voyez, c'est pas être fort, c'est souffrir. Ouais. C'est pas être fort, c'est souffrir, c'est faire des efforts, c'est être dans la douleur, être dans la souffrance, être dans le voilà, c'est que la vie, c'est pas on n'est pas là pour rigoler, quoi. OK, ouais. C'est pas pareil qu'être fort. C'est vraiment,
voilà, c'est souffrir. Ouais, d'accord. Voilà. Alors après, on parlait tout à l'heure de genre, hein, ou de place dans la fratrie, mais il y a aussi beaucoup dans l'éducation judéo-chrétienne, hein, des injonctions de ce type-là. Voilà, ma grand-mère disait, il faut bien porter sa croix. Bon, bah, c'est quand même très lié au fait qu'effectivement, on n'est pas sur Terre pour rigoler, quoi, hein. Voilà, donc il y a aussi le milieu culturel ou voilà, le milieu religieux ou spirituel qui peut aussi influer sur l'éducation, bien sûr, et puis du coup sur ces drivers. Mais le fait des efforts, c'est vraiment le côté laborieux, quoi, le côté difficile. Voilà. Mm. J'ai un exemple à partager de Oui, comment je me ressens par rapport à ça. oui. Pour le coup, si je fais un projet qui peut être réussi à la fin, mais qui m'a pas demandé de souffrir d'une certaine manière, de vraiment, voilà, eh bien, je me dis, ouais, bon, bah, c'est pas ouf, quoi, ce que j'ai fait, c'est Mm, vraiment nul. mm. Et on est d'accord que c'est vraiment cette injonction-là qui joue Bien pour le coup. sûr, bien sûr. Si vous l'avez fait facilement, avec plaisir, vous n'avez pas de mérite, en fait. Mm. Le mérite, c'est l'effort, en fait. Vous voyez, c'est le chemin. Euh, alors que c'est pas, et ça ne veut pas dire que, parce que souvent il y avait cette notion de travail derrière, hein. Le projet que vous avez fait facilement, avec plaisir, etc., vous n'avez pas forcément bâclé, vous n'avez pas forcément fait ça voilà, de manière non professionnelle, vous ne l'avez pas fait de manière dilettante. Voilà, vous l'avez fait, mais simplement comme ça peut être nécessité des compétences que vous avez, des talents, hein. Le talent, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on aime faire et qu'on fait bien. Mais ça ne veut pas dire que ça se travaille, un talent, hein. Vous avez les joueurs de tennis, là, je sais plus, c'était pas voilà, le père de Serena Williams qui disait, bon, elle avait un talent pour jouer au tennis, mais si elle n'avait pas travaillé, elle n'aurait pas fait la carrière qu'elle a faite. Et, euh, et ce qu'il faut voir aussi derrière tout ça, c'est la volonté et l'envie. C'est-à-dire que souvent on dit, bah, si on veut, on peut. Effectivement, il faut avoir de la volonté, mais la volonté sur un objectif qui apporte pas de plaisir, bah, c'est vain parce qu'en fait, il faut qu'il y ait de l'envie aussi. Il ne faut pas qu'il y ait que de la volonté. Alors, par contre, s'il y a de l'envie, il faut aussi qu'il y ait de la volonté pour qu'il y ait du travail. Voilà, vous voyez, mais il ne faut pas inverser les choses en fait. Donc, Euh, vous pouvez très bien avoir une grande satisfaction provoquée par quelque chose que vous avez fait facilement parce que avec plaisir. Ça ne veut pas dire que vous n'y avez pas mis d'énergie, ça ne veut pas dire que vous n'y avez pas mis de jus de cerveau, ça ne veut pas dire que vous n'y avez pas passé de temps, mais simplement, voilà, c'était vraiment très aligné avec vos compétences, vos envies, vos valeurs, etc. Vous l'avez fait, vous avez réussi, mais si vous vous dites, bah oui, mais bon. Bah oui, bon, c'est on me félicite, mais enfin bon, je vois pas pourquoi on me félicite. Bah, c'est parce que vous avez inconsciemment, vous ressentez que vous n'avez pas fait d'effort, donc finalement, vous méritez pas trop les félicitations. ouais, Ou je vous comprends. vous autorisez pas à vous réjouir ou à vous féliciter. J'ai une autre question par rapport à une phrase que j'entends assez souvent, c'est ce qui est important, c'est le chemin et pas le résultat. Est-ce que d'une certaine manière, ça peut être une mauvaise phrase qui vient d'une injonction ou pas? Je me pose la question justement. Euh, alors, c'est une phrase qu'on entend beaucoup en développement personnel et puis dans le milieu sportif aussi. Oui, oui, Euh, alors, il y a plusieurs choses derrière. Il y a un petit peu aussi, est-ce que la fin justifie les moyens, hein? C'est-à-dire que un sportif vous dira qu'atteindre un résultat en se dopant ou en trichant, bah, voilà, ça peut, si c'est pas aligné avec ses valeurs, bah, le résultat, il est, comment dire, il est discutable en fait, hein. Et donc ils vont être plutôt axés sur le chemin. Euh, et ensuite, le chemin, ça permet aussi
d'ajuster son objectif de résultat, hein. C'est-à-dire que pour avoir un résultat satisfaisant et se donner les moyens d'atteindre le résultat souhaité, ça veut dire qu'il faut se fixer un objectif qui soit, on en parlera à la fin de la séance, mais qui soit à la fois ambitieux mais aussi réaliste et réalisable. Donc, ça peut être se fixer des objectifs intermédiaires pour prendre en compte le chemin, justement, et arriver au final au résultat qu'on souhaitait obtenir. Je ne sais pas si ce que je dis est très clair. J'ai du mal à comprendre, oui. Enfin, c'est pas très clair pour moi, en tout cas. Alors, le résultat, il est important par rapport à un objectif qu'on s'est donné, mais Ok. si le chemin est contestable, notamment par rapport aux valeurs que vous avez, et ben, on peut se poser des questions sur le fait que le résultat soit jugé comme étant un bon résultat ou pas. Oui, ok, Et c'est oui. pour ça que le chemin est important. Et après, ça dépend aussi de... ce que ça veut dire aussi, c'est que, c'est ce que j'ai essayé de vous dire, je vais essayer de le dire différemment, c'est que euh, le chemin les choses que vous mettez en place pour atteindre votre résultat, Oui, euh, sont comparées à un chemin dans la mesure où elles vous permettent d'avancer et en avançant, de voir peut-être les choses différemment ou de mieux vous connaître, de faire des expériences que vous n'avez pas faites et donc de modifier votre objectif et donc de modifier le résultat auquel vous vouliez arriver au départ. ah, ok, c'est intéressant de voir la phrase de cette manière-là. Ok. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, 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 je vois totalement, oui. Oui, c'est-à-dire que le fait que le résultat soit moins important que le chemin, c'est parce que le chemin, c'est lui qui va nous apporter et qui va peut-être nous amener à modifier le résultat, parce qu'il est peut-être Absolument, plus aligné par rapport à nous et à nos absolument, convictions, etc. Ok, absolument. je comprends totalement maintenant. Vous pouvez vous fixer un objectif, hein. Un objectif, ça veut dire je vais faire ça à telle échéance, de telle façon, etc. Bon. Ouais, je vais prendre un exemple concret parce que j'ai récemment le fils d'une amie qui est parti faire un trajet enfin, en vélo, en autonomie. Il voulait aller jusqu'en Grèce en vélo, donc depuis la France, parce qu'il y avait un événement en Grèce où il voulait interviewer des gens pour un master un mémoire qu'il est en train de préparer. Bon. Donc son objectif, c'était de partir pendant 6 mois et d'arriver à tel endroit, à telle date pour telle manifestation et pouvoir interviewer, machin. Bon, il s'est mis en route et en fait, au fil de l'eau, il a rencontré des gens, il a découvert des choses, il a vu qu'il y avait tel événement à tel endroit dont il n'avait pas connaissance, donc il a pu interviewer des gens qu'il n'avait pas prévu d'interviewer, etc., etc. Puis finalement, au bout d'un moment, il s'est dit, bah, j'ai suffisamment d'informations pour faire mon mémoire, etc. Et puis les rencontres ont fait que voilà, il y a telle personne que je peux retrouver à tel endroit, etc. Il a modifié son itinéraire et donc il va pas du tout aller en Grèce, mais et il va pas partir 6 mois, il va partir que 4 mois, mais il a quand même un résultat qui correspond à un objectif, mais voilà, la forme du résultat et de l'objectif ont changé et c'est le chemin qui a amené ces changements. Ok, je Ça, comprends bien. ça vous éclaire un peu? Alors, est-ce qu'il y a d'autres... Non, alors j'avance. Alors, donc le fait des efforts, on l'a vu. Alors, le soi parfait. Donc, le soi parfait, c'est... voilà, il faut que tu sois le premier de ta classe.
Ah bah, tu as eu 18 sur 20, mais rassure-moi, c'est quand même la meilleure note. Oh bah, pour un travail fait à la maison, 9 sur 10, c'est pas terrible. Faut que tu sois dans le top 10 ou dans le top 5. Et ah bon, tu es arrivé troisième et c'est qui le premier? Et puis voilà, recommence tant que ce n'est pas parfait, etc., etc. Donc là, ça permet aux personnes de venir organisés, volontaires. Ce sont des gens souvent qui sont travailleurs, exigeants, impliqués, rigoureux, sérieux. Bon, voilà, toutes les qualités liées à la recherche de perfection. Et les biais, hein, c'est que on peut vouloir tout contrôler parce que bah, si on ne contrôle pas les choses dans le moindre détail, bah, ça risque de ne pas être parfait, hein. Donc là, en termes de management, on peut trouver des comportements de micromanagement, hein, c'est-à-dire qu'on va vraiment piloter ses collaborateurs à la culotte, comme on dit, hein. Ça peut amener à être intolérant parce que voilà, on ne supporte pas l'imperfection. Alors, on ne la supporte pas pour soi, mais on ne la supporte pas non plus chez les autres. Le risque, c'est qu'on se perde dans les détails, hein, parce que bon, c'est la loi des 20-80, hein, des fois, voilà, en s'attachant à 20% des choses, ben, on a 80% voilà, du périmètre qui est à peu près cerné, mais pour arriver à bien cerner les 20% restants, ben, on va y passer 80% du temps. Et quand on est en position de management, bah, faut surtout éviter de se perdre dans les détails parce que sinon on explose. On peut être amené à s'exposer à la déception aussi, voire à une insatisfaction permanente parce que comme dans la vie rien n'est parfait H24, bah forcément on risque d'être déçu par soi, par les autres, et puis on peut être amené à, voilà, à être finalement toujours dans cette espèce de frustration ou d'insatisfaction parce que les choses ne sont pas au top de ce qu'on pense qu'elles devraient être. Ça peut empêcher d'agir par peur de l'échec, ça c'est important, c'est-à-dire que parfois inconsciemment on se dit oh ben non je ne vais pas me mettre à faire tel truc, à faire telle activité ou tel sport ou telle activité créative ou je ne sais quoi parce que voilà, si je le fais, je suis pas très douée, donc voilà, je vais pas y arriver. Mais on n'essaye pas, donc ça peut vraiment s'empêcher d'aller explorer certains champs, hein, par peur de ne pas le faire parfaitement. Alors qu'on peut très bien se ressourcer en faisant de la peinture sans être Picasso, hein, voilà. Donc c'est important d'être vigilant par rapport à ça. Et puis parfois aussi, ça explique des comportement procrastinateur, c'est-à-dire que on se dit oh ben non, de toute façon, si je le fais maintenant ou si je le fais avant telle date, je n'aurai pas les moyens de le faire parfaitement, donc je ferai plus tard, puis je ferai plus tard, je ferai plus tard, je ferai plus tard, et puis en fait, on a du mal à faire ou à s'y mettre. Donc là, la permission à se donner, hein, c'est déjà d'être réaliste, hein, c'est-à-dire que la perfection, ça n'existe pas, et en tout cas, ça n'existe pas pour tout le temps. Et puis l'autre permission à se donner, c'est d'être comme on est, hein. C'est-à-dire que voilà, on n'est pas forcément hyper rapide, on n'est pas forcément hyper doué pour les langues, on n'est pas forcément, etc., etc. Et donc voilà, c'est comme ça. Et on peut très bien s'épanouir et vivre avec ça sans se décevoir ou avoir une mauvaise image de soi ou voilà ou se sentir insatisfait par cette espèce de défaut ou de faiblesse que l'on ressent et qu'on ne s'autorise pas à accepter. Alors c'est aussi se donner le droit à l'erreur, hein, puisque comme vous le savez, hein, ben, on apprend de ses erreurs, hein. Un enfant, avant de commencer à marcher ou à faire du vélo, bah, il tombe une fois, deux fois, trois fois, et puis jusqu'à ce qu'il intègre comment faire pour ne plus tomber. C'est arriver à se concentrer sur l'essentiel, hein, pas se disperser justement sur tous les détails là, dont je parlais tout à l'heure. Et puis de se dire que voilà, on n'a pas besoin de tout savoir et d'être le meilleur en tout pour réussir. Donc, s'il y a des compétences que l'on n'a pas, ben, on peut aller les chercher ailleurs. S'il y a des choses qu'on aime moins faire, là aussi, on peut trouver d'autres solutions.
Et on peut continuer à avancer sur son projet, même si on n'a pas fignolé les choses de manière parfaite, parce que souvent, le fait de vouloir faire parfait aussi, ça donne comment dire, il peut y avoir aussi la peur de passer à l'action, parce que voilà, si on passe à l'action et qu'on pense que les choses sont pas parfaites, on se dit qu'on va se mettre en situation d'échec, alors qu'en fait, c'est en faisant que l'on se rend compte de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas. Enfin, vous, en tant qu'entrepreneur, vous savez hein, qu'il y a voilà, il y a le passage à l'acte, il y a le prototype, etc. Ben voilà, le prototype, on sait bien que ça va pas être bon du premier coup, mais si on attend que ce soit bon du premier coup, d'abord, on ne saura jamais que c'est bon, et puis en plus de ça, pendant ce temps-là, on perd du temps, la concurrence évolue, voilà. Donc, c'est s'autoriser à faire des choses qui sont parfois imparfaites, mais qui vont avoir leur pertinence parce qu'elles ont le bon timing, parce qu'elles permettent de nous faire gagner du temps, de l'énergie, etc. Est-ce que vous avez des remarques par rapport à ça, ou des réactions? Moi, je voulais partager juste une expérience qui m'est arrivée. Pour le coup, j'ai vraiment cette injonction une partie sur le fait que quand je dois faire un projet, il faut vraiment que je calcule et je vais réfléchir pour vraiment que ce soit tout calculé dans ma tête et que je vois tout, etc. Et c'est malheureusement impossible. Et donc, je ne passe pas à l'action. Je ne fais rien à la Mhm, fin. Et donc, bon, bah, mon projet, j'ai réussi à le faire parce que j'avais un associé qui m'a mis dans l'action finalement. Mais, mhm, euh, mais c'est un problème que j'ai finalement toujours. mhm. Oui, oui, et oui, oui, bah, c'est exactement ça, hein, c'est le fait de pas passer à l'acte. Et parce que moi, bon, j'accompagne aussi des personnes des entrepreneurs de Live for Good, et ce que je suggère et que j'aime bien en fait, c'est de dire d'avoir une démarche un petit peu en comme quand en escargot, mais à la fois de manière horizontale et de manière verticale. C'est comme un forage, c'est-à-dire que on peut faire une première fois le tour des sujets avec un certain niveau de manière macro, je dirais, et puis après, quand on avance dans le temps, on élargit et on creuse. Mais on peut passer à l'action à chaque couche, en fait. Et si on attend d'avoir tout vu et jusqu'au bout, bah forcément, ça retarde le délai de mise en œuvre ou de mise en action. Et ça ne vous prémunit pas en plus de risques d'imperfection, parce que entre-temps, bah, les choses, le contexte a pu évoluer. Enfin, moi, j'ai travaillé dans la distribution, donc il y avait un truc hyper important dans la distribution, c'est ce qu'on appelait le time to market, c'est-à-dire que euh, si vous mettez 2 ans pour développer une offre de service, par exemple, dans le retail, parce que vous voulez voilà, vous assurer que tout est parfait, etc. Vos concurrents, ils vont peut-être lancer des offres voilà, 6 mois avant vous, un an avant vous, et vous allez perdre cette notion voilà, de dire je suis le premier à offrir ce service. Donc, voilà, le time to market, c'est voilà, il faut que je sorte quelque chose à telle date, et même si c'est pas parfait, il faut que je le sorte à telle date parce que je veux contrecarrer un concurrent ou être là avant les autres, etc. Donc voilà, le time to market pour vous, c'est un truc hyper important, et ça vous empêche pas après voilà, d'approfondir, d'élargir, de rentrer plus dans le détail, etc. Mais ne pas se mettre effectivement en action, enfin de passer à l'acte, hein, une fois que vous avez tout étudié et de manière détaillée. Ok, je comprends, c'est intéressant d'incorporer ça Vous voyez, dans ma c'est un truc réflexion. un peu itératif et un peu, voilà, à la fois une spirale, mais à la fois horizontale et verticale. Merci. Alors, donc, une fois que partager, c'est bon là? Non, c'est bon. Voilà, donc là, avec le questionnaire, pour ceux qui ne l'ont pas fait, voilà, si ça vous parle, vous pouvez aller identifier vos drivers. Vous aurez la présentation
Donc, vous pourrez revenir sur voilà, les ressources que ça vous apporte. Et c'est important de relire toutes ces ressources parce que c'est des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Vous devez savoir que vous avez ça en vous et que vous pouvez l'actionner et que ça fonctionne. Donc, parfois, quand on a des périodes un peu de doute ou de morale un peu en berne, etc. Le fait de revenir sur ces fondements, en fait, hein, de dire, ben, ouais, je peux m'appuyer là-dessus, je sais que dans telle situation, je serai persévérant, je serai ci, je serai ça, c'est important pour l'estime de soi et la confiance en soi. Donc, lire cette partie positive, c'est hyper enrichissant. Et puis, regardez, par contre, là où vous devez rester vigilant parce que ça vous complique la vie, parce que ça vous fait faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, ou que ça vous pompe de l'énergie, ou c'est contre-productif. Donc voilà, identifier les points de vigilance. Et voilà, et pour arriver à faire évoluer ces comportements, là aussi, en développement personnel ou en coaching, hein, on ne peut pas provoquer le changement sans se mettre en marche, sans définir des actions et mettre en place ces actions dans son quotidien pour qu'elles soient ancrées, qu'elles deviennent au fil du temps de plus en plus faciles à réaliser, qu'elles deviennent presque des automatismes et que donc nos comportements changent. Sinon, le changement, il ne se fait pas. Donc, si ça vous intéresse d'approfondir là, suite à cette séance, c'est de voir sur les drivers sur lesquels vous avez envie de travailler, qu'est-ce que je peux faire à partir de demain pour faire en sorte que j'amorce le changement. Donc, c'est quelles actions vous pouvez mettre en place pour vous autoriser à sortir de telle et telle injonction. Alors, là aussi, attention. Le mieux est l'ennemi du bien, donc choisissez pas 15 actions, hein, mais voilà, vous en choisissez 2 ou 3. Et puis une fois que vous les aurez intégrées, vous pourrez aller travailler d'autres choses, mais ne vous mettez pas voilà, la barre trop haut ou un objectif trop ambitieux. Des actions simples, réalisables, c'est-à-dire que vous êtes en mesure de faire parce qu'elles ne dépendent que de vous. Là aussi, c'est important, hein. Et que vous pouvez mettre en place régulièrement. Et une grande théorie aussi en coaching et développement personnel, c'est la théorie des petits pas, hein, c'est-à-dire un objectif et une action simple et réalisable. Et si vous n'y arrivez pas, essayez de comprendre pourquoi. C'est peut-être que voilà, c'est encore trop ambitieux et à ce moment-là, vous le découpez en sous-objectifs et en sous-actions pour faire des petits pas. Et le fait de faire des petits pas et de les réussir, ça provoque une dynamique positive. C'est ça qui va aussi vous redonner confiance en vous en disant, mais si, je peux arriver à dire non, je peux arriver à prendre du temps, je peux arriver à, etc. Et puis, bien évidemment, comme tout plan d'action, hein, c'est comme sur un projet, faire avec vous des points d'étape, hein, par exemple toutes les semaines, pour voir ce que vous avez réussi à faire, vous en féliciter, parce que personne ne vous félicitera. Donc, félicitez-vous, voyez, soyez gentils avec vous, bienveillants, savourez ces petites ou grandes victoires. Et puis, si vous voyez que c'est difficile, voilà, vous vous challengez, vous vous dites, bon, c'est peut-être parce que c'était un peu trop ambitieux, donc comment je peux faire peut-être un peu moins et là, vous revoyez voilà, l'objectif parce que le chemin que vous avez expérimenté vous a montré que c'était peut-être trop difficile en ce moment ou pas approprié, etc. Est-ce que vous avez des questions, des remarques Non? Non? La méthode SMART, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est par rapport à la théorie des petits pas ou c'est quelque chose Alors, parce que c'est j'avais vu ça dans simple. les... Ouais, alors, SMART, c'est simple. M, mesurable. A, atteignable. Réalisable. Et timé. Donc, avec une date. Ça peut être, par exemple, je fais telle chose une fois par semaine, tous les vendredis, ou je le fais tous les jours, ou je le fais à partir de telle date. Voilà, c'est la notion de planning, en fait.
Et donc, vous nous conseillez d'utiliser cette méthode quand on rajoute, par exemple, des actions pour sa semaine, de vraiment faire son petit tableau Smart et de se dire, OK, je vais faire ça? Ou est-ce que ça Bah, a un intérêt en ou... fait, c'est plus de identifier les actions, c'est la première chose, hein, sur quoi vous voulez travailler et comment vous allez y travailler. Ensuite, OK, c'est de vous dire, bon, bah, est-ce que cette action, elle est simple? En fait, on dit simple dans son énoncé, c'est-à-dire il faut que ça soit facilement identifiable, hein, le fait de faire ou de ne pas faire. Est-ce que c'est mesurable, c'est-à-dire comment je vais savoir que j'ai fait mon action, hein, bon, ça c'est assez facile en général. A, c'est atteignable, j'ai Atteignable. dit. Voilà, Oui. et réalisable. Bon, c'est réaliste et réalisable, hein, c'est-à-dire faut que ce soit réaliste, donc du coup pas trop ambitieux, et réalisable, que ça ne dépende que de vous. Et puis que vous vous mettiez voilà, un objectif de régularité ou de timing. Donc c'est plus de vérifier que ça coche les cases, en fait, le SMART. OK, oui, c'est une méthodologie pour se donner des to-do C'est une ou se... méthodologie pour vérifier que ces objectifs sont atteignables, en fait, qu'on se OK, donne d'accord. les moyens voilà, et pour revoir éventuellement ces objectifs. OK, très bien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, Ok. je pense qu'on va conclure. Merci Moi, beaucoup, Marie-Claude. Alors, juste question peut-être sur... donc, tout a été enregistré et on pourra avoir tout. Ce sera où dans la plateforme sur ça sera en l'Astra? fait là où je mets dans la bibliothèque, je rajouterai aussi des masterclass, je mettrai le lien. Bibliothèque, c'est dans... Et ressources, non? Voilà, oui, tout à fait. Oui, Donc Voilà, ok, après, quand ok. ressources, tu vas oui. sur l'événement, il y a une partie participants où vous vous inscrivez et il y a les ressources. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est uniquement les participants qui auront ces ressources-là, c'est ça? Ok. Voilà, tout à fait. Non, Ok, mais très bien. la promotion, en fait, toute la promo, hein, elle peut y Oui, la accéder. promotion, oui, oui, ok. Bon, très bien. D'accord? Euh, Bon, super, bah, merci super. beaucoup. Je t'en Ok. prie. Ben, merci pour Merci. votre attention, votre participation, vos partages, et puis à vous de jouer maintenant. Merci beaucoup, Merci Marie-Claude. Très bonne beaucoup. fin de journée. Merci. Merci. Très bonne fin de journée à tous. Merci, au Au revoir. revoir. Au revoir.